Absolument, ils sont nombreux parce que justement le fait de faire ce livre-là, qui est en fait le premier vraiment livre en rééducation basé sur la pratique, basé sur l'épreuve, en tout cas en francophone, bah, nécessitait d'avoir plusieurs profils différents. Et donc dans les profils, on retrouve Thomas Daverne, Marion Gallois, Mathieu Guéman, Sébastien Martin, Aurélie Morichon, Thomas Ozinski, Guillaume Rénal et Stéphane Rostagno. La particularité de cette équipe, c'est qu'elle est à la fois clinicienne, à la fois chercheuse, avec même plusieurs doctorants et doctorés dedans, et à la fois aussi enseignante, pour qu'on ait justement ces trois facettes de l'EBP à l'intérieur de l'ouvrage. Et pour nous, c'était fort de mettre ce genre de profil de manière complémentaire et parfois aussi par homologie, parce que les gens ont parfois les mêmes compétences. Et ça a donné un livre très très riche et assez diversifié et complet en fait par rapport à ça. Donc on a travaillé tous ensemble des heures et des heures à faire quelque chose au mieux pour répondre à divers publics qui pourraient le lire. On a fait 4 parties dans l'ouvrage. Une première partie qui est introductive, présente en fait l'évidence best practice, c'est-à-dire dans son historique, dans son avènement, dans qu'est-ce qu'elle est aussi. Donc ça, c'est tout ce qui est réservé à la partie A, qui pose en fait le contexte. La partie B, c'est la partie boîte à outils en fait, un petit peu. Néanmoins, la partie boîte à outils, pour cette version du livre, version 1 du livre, parce qu'hypothétiquement, il y en a une deuxième, ces outils sont focalisés plutôt sur le côté données de la recherche de l'EBP pour aider justement toute personne qui voudrait s'y atteler à pouvoir y aller avec plus d'aisance par rapport aux lectures critiques qu'elle pourrait avoir à faire. Donc ça, c'est une partie B où il y a vraiment beaucoup d'éléments qui vont de la recherche biblio à de la clinimétrie en passant par des schémas d'études, etc., etc. Après, il y a une partie C qui nécessite de mettre tout ensemble de ce qu'on pourrait appeler le raisonnement, c'est-à-dire tous les éléments qu'on pourrait capter, c'est-à-dire les éléments des nôtres, qui on est nous en tant que thérapeute, qui la personne est en tant que patient, d'accord, qui elle est de manière biopsychosociale, et puis les données de la recherche qu'on aurait apprises donc justement à lire dans la partie B. Et cette partie C va réunir les trois choses. Et enfin, la partie D, elle permet d'aller un peu plus loin et puis de montrer aussi des éléments pratico-pratiques, hein, c'est-à-dire avec des cas cliniques, etc., puis aussi des éléments d'apprentissage et puis les limites et puis les critiques que peut avoir ce concept-là de D. C'est très bien d'initier la conversation comme ça parce que justement, en fait, l'évidence best practice, c'est nous, on a proposé une nouvelle définition qui permet d'être, alors pas une nouvelle définition, mais plutôt une extension de la définition originelle et puis Princeps reconnue, qui est justement d'aller un tout petit peu plus loin dans la démonstration de ce qu'est le BP. Et donc, on a proposé que c'était en fait l'application clinique individualisée et raisonnée du plus haut niveau de preuve possible dans un contexte de soins multidimensionnel unique. Et donc, quand on dit qu'effectivement le BP est l'application clinique, c'est que c'est du pratico-pratique, c'est-à-dire quel acte je vais faire sur le patient, que ce soit un acte étiologique, diagnostique, thérapeutique, pronostic, peu importe. Quand je vais avoir l'intention de le faire, dans cette intention, il va falloir qu'il y ait du raisonnement qui aboutisse à me dire OK, je fais ou non l'acte. Ce raisonnement-là doit inclure plusieurs choses. Et c'est pas parce qu'on a une recommandation ou un article qui nous dit que c'est très bien de faire le traitement A chez tous ces sujets-là dans cette méta-analyse que forcément, en fait, sur le sujet que j'aurai en face de moi, quand je reviens au patient que j'ai en clinique, il faudra forcément faire ça. Peut-être que non, peut-être que le patient n'aimera pas ce traitement, peut-être qu'il ne sera pas observant à ce traitement, peut-être qu'en fait, sur lui, ça ne va pas marcher ou ça va justement être complètement délétère, etc. Et ce switch-là, c'est vraiment ce qu'on veut faire dans le livre, on veut pas faire un livre de gens qui savent juste lire des articles. C'est comment je le fais après pour réintroduire ça dans le raisonnement et dans j'acte ou je n'acte pas ainsi pour pouvoir traiter au mieux mon patient. Ah absolument, parce qu'en fait, le BP, il sort de mon cerveau de clinicien. Il sort de là. Et dans mon cerveau, il y a eu la lecture des articles, mais il y a eu aussi
tous les éléments que j'ai reçus subjectifs et objectifs de mon patient, que j'ai en face de moi qui viennent vers moi parce que je teste mon patient, parce que je l'évalue, parce que je regarde ce qu'il fait, etc. Et les réponses peut-être aux thérapeutiques que je fais, etc. Et l'évolution qu'il a. Et tout ça, en fait, se mélange dans ma tête, mais de manière raisonnée. C'est pour ça qu'il y a une partie C qui nous permet de savoir comment on peut raisonner au mieux pour pouvoir mélanger tous ces éléments-là et justement donner la meilleure des réponses. Donc, le BP n'est absolument pas du tout la recette de cuisine de dire je prends la méta-analyse machin et je l'applique sans y penser sur un patient. Ça, c'est absolument pas du tout le BP. Oui, alors cette étape, c'est vraiment le côté le plus complet et actualisé de la démarche BP. Grosso modo, il y en a surtout 5 qui sont cliniques et qu'on voit justement ici. La première des étapes, c'est de formuler une question, c'est-à-dire de savoir se questionner soi-même et poser des questions pour qu'elles soient pertinentes. Bah, ça prend du temps, ça prend de l'expérience pour que les questions soient les plus faciles pour y répondre ensuite. Une question mal posée pourrait induire une réponse mauvaise, non pas parce que la réponse est mauvaise en elle-même, mais parce que la question était mal posée. Après, la deuxième étape, c'est d'aller dans les connaissances, aller chercher les réponses aux questions. Donc, soit dans sa tête, si on sait qu'on a les connaissances actualisées, soit dans les articles ou dans les livres, si on sait qu'on n'a pas les connaissances actualisées. Donc, c'est pas obligé de faire toujours de la recherche biblio. Et puis, bah, si on doit quand même aller dans les connaissances qu'on ne connaît pas encore, les articles, les livres, bah, d'avoir un esprit critique et de coter, en tout cas d'évaluer la pertinence des écrits pour ne garder que les meilleurs. Ça, c'est l'étape 3. Et puis après, l'étape 4, c'est de l'inclure dans le soin, que ça soit diagnostic, pronostic, thérapeutique, etc. Pour après, en étape 5, faire une réévaluation. Donc, les évaluations intermédiaires comme pour bilanter un patient, jusqu'à l'évaluation finale pour savoir si effectivement l'évolution est analogue à ce qu'on a à peu près en termes de connaissances en tête. Absolument, oui. Effectivement, c'est vrai que là, les pages qui sont de recherche biblio sont pas mal parce qu'en plus, elles sont très tutorialisées. On a voulu faire comme une recette de cuisine pour le coup. Hein. On suit comment on va sur PubMed, on suit comment on va sur Science Direct, on suit comment on fait. Et puis, de A à Z, on explique comment on peut rechercher au mieux sur ces bases de données-là avec des screenshots, donc des imprimes écrans des sites en eux-mêmes pour que les gens soient absolument pas perdus parce que c'est vraiment un peu délicat des fois d'aller sur ces bases de données qui sont un peu austères. Le niveau de preuve, en fait, on a voulu vraiment insister sur la lecture critique dans les outils. Hein. C'est pour ça qu'il y a autant de choses sur la lecture critique parce que c'est vrai que c'est peut-être l'élément qui manque peut-être le plus dans les profils qui veulent aller vers le BP. C'est que toutes les métacognitions sur l'expérience ou sur les bilans des patients sont souvent quand même plus facilement utilisées que la lecture critique en elle-même. Donc c'est pour ça qu'on avait vraiment appuyé ce propos là-dessus. Et donc on a mis les niveaux de preuve. Et les niveaux de preuve, donc on en a parlé, on a expliqué ce que c'était, on a expliqué sur quoi ça reposait. Et au fur et à mesure des chapitres, donc on parle bien évidemment que s'il y a des niveaux de preuve, que ça veut dire qu'il y a des biais, c'est-à-dire que dans les études, et on le voit bien avec tous les éléments qu'on voit à la télé pour la Covid-19, c'est vraiment très actuel. Ce qui se passe, parce que on voit que sur des émissions de tout public, en fait, on voit des éléments de randomisation, d'aveuglement, docteur machin a fait une série de cas qui viennent de plus en plus là. Donc ça veut dire que en tant que clinicien, il faut qu'on soit averti de ça, parce que les patients, eux, ils écoutent tout comme nous, peut-être un journal télévisé, et donc ils vont être avertis que peut-être qu'il y a des niveaux de publication qui sont pas les mêmes. Et ça va être très riche, parce que justement, on va pouvoir peut-être aussi guider le patient là-dessus. Quand nous, on sera clinicien, que effectivement, on va lui mettre le traitement A en tant que kiné, parce que c'est mieux que le traitement B, parce que justement, on va pouvoir parler un peu de ce genre de choses dans les grandes lignes, bien évidemment. Hein. Peut-être que ça lui parlera parce que pendant toute cette période de Covid, il en a entendu parler à la télé. C'est pour ça que, en tout cas, c'est très bien de l'avoir mis dans le bouquin, parce que ça nous permet d'avoir une initiation à ça, jusque à type d'études, parce que les niveaux de preuve induisent le fait de connaître les types d'études, parce que justement, les types d'études n'auront pas la même force de démonstration en termes de fiabilité ou de validité des résultats que d'autres types d'études. Et donc, c'est pour ça que à un moment donné, je crois que c'était dans le chapitre 15, on a vraiment bien listé tous les schémas d'études. Alors après qu'on ait présenté les biais, bien évidemment, hein, on a listé tous les schémas d'études possibles pour justement que le clinicien soit le plus à même de pouvoir les reconnaître aisément.
Et donc, les schémas d'études répondant, bien évidemment, aux biais qui sont en face. C'est-à-dire que quand on fait une étude contrôlée randomisée, c'est parce que justement, ça évite d'avoir certains biais existants dans d'autres types d'études. Et donc voilà, on a tout un chapitre vraiment assez exhaustif en plus avec les schémas de comment les études sont faites, etc., pour expliquer tout ça. Parce que ça, c'est la base vraiment de la lecture critique, c'est de savoir déjà à quelle étude j'ai affaire, parce que avant d'évaluer une étude, il faut savoir qui elle est, parce que sinon c'est impossible d'utiliser le bon outil pour pouvoir l'évaluer. Toutes ces pages-là, là, pour le coup, c'est des pages où il y a des explications de schéma d'étude à schéma d'étude, quelle est sa forme, pourquoi il est bien, pourquoi il a ces inconvénients-là, etc. Dans le chapitre 13, en fait, on voit que les essais contrôlés randomisés sont pas la panacée pour toutes, sont pas le gold standard pour toutes les questions. Par exemple, si on a une question de diagnostic, savoir par exemple si un test clinique pour un genou c'est aussi bien que l'IRM, dans ces cas-là, c'est pas un essai contrôlé randomisé qu'il faut faire, ça sera absolument pas du tout le gold standard pour le coup. Donc justement, on explique dans le chapitre 13 quels sont les meilleurs schémas d'études en fonction de la question clinique que le clinicien a pour pouvoir avoir la lecture de ce qu'il faudrait lire en fait. Et ça, c'est ultra important. Ce tableau-là, il y a un tableau à la fin du chapitre 13 qui est vraiment pile poil le lien entre mes questions cliniques que je me pose et comment je me les pose et qu'est-ce que je dois lire dans la recherche pour pouvoir y répondre au mieux. C'est très bien aussi que ça, c'est un truc qui est pas si dur que ça et souvent l'appréhension qu'on en a est de dire oh bah non c'est des maths c'est trop dur et donc c'est pour ça qu'on a mis un peu de temps là-dessus et puis on a été un peu piquant parce que on a essayé de monter un peu aussi de niveau histoire que le livre puisse aussi servir non pas que à un profil de lecteur mais à plusieurs profils histoire qu'il y ait plusieurs niveaux de lecture afin qu'il soit pas désuet en fait que tout le monde y retrouve quelque chose là-dedans. Ça c'était important à nos yeux. Moi je connais autant des étudiants en formation initiale qui l'ont. Je connais autant des cliniciens qui sont pas du tout enseignants, qui sont cliniciens qui l'ont. Je connais des enseignants qui l'ont et je connais même, j'ai beaucoup de messages de gens qui sont soit en master, soit même en doctorat ou soit même des gens qui sont dans les labos de recherche qui préconisent ça à leurs doctorants pour justement avoir les informations dedans parce que comme on l'a fait à plusieurs niveaux de lecture, le néophyte comme l'initié pourra trouver alors, pas aux mêmes endroits, mais pourra trouver des éléments pour qu'il y ait de la compréhension. Absolument. Et bien sûr. Nous on en fait de la pub aux médecins MPR, par exemple. Et ça se passe très bien parce que pour le coup, ça répond, c'est transversal, le BP. Il est en rééducation parce qu'on a mis beaucoup d'exemples qui sont rééducation. Ça parlera aussi peut-être un peu moins aux infirmiers, mais aux orthophonistes, aux enseignants APA, c'est vraiment les exemples qui rendent le livre rééducation. Mais sinon, la base est commune à n'importe quelle autre profession de santé pour le coup. Et donc, effectivement, la clinimétrie, c'est important pour nous de le dire parce que la clinimétrie, comme profession de santé le demande, répond à toute la phase de diagnostic, pronostic d'un patient, qui est une phase extrêmement importante. Et donc, il a fallu absolument mettre ce chapitre de clinimétrie et aussi un autre chapitre de règles de prédiction clinique, c'est-à-dire comment on peut prédire l'évolution d'un patient par rapport à son état à un instant T, versus son état à un instant T+, etc. Alors, on a mis 2 beaux chapitres là-dessus qui sont assez exhaustifs avec tout le raisonnement aussi bayésien, c'est-à-dire le raisonnement par hypothèse pour essayer de déduire quelle est la meilleure hypothèse que le patient aurait en termes de diagnostic et ou pronostic. Raisonnement clinique, on a mis 2. Alors, c'est une partie où il y a 2 chapitres. Néanmoins, il y a un chapitre qui est quand même très, très dense. On a fait un premier chapitre où on a parlé du débiaisement, enfin, ou en tout cas des sophismes, des biais cognitifs, et donc du débiaisement, histoire de pouvoir aussi apporter au lecteur cette notion parfois d'utilité de suspendre son jugement. C'est-à-dire à un moment donné, de se dire, OK, tout ce que je pense, et qui vient de ma construction, c'est-à-dire mon éducation, mes relations sociales, mes lectures, enfin, pourquoi je pense comme je pense, eh bien, on essaye aussi de dire au lecteur, des fois, c'est bien de suspendre ce jugement, les jugements qu'on a, pour se dire, OK, comme si on faisait un reset et on repartait à zéro, et puis on essaye de voir s'il n'y a pas d'autres hypothèses peut-être pour pouvoir expliquer les choses. Ce qui est ultra important, parce qu'en termes de raisonnement clinique, ça va nous faciliter énormément le fait
essayer de déceler ce que la personne a en face quand elle vient nous voir, en fait. Et après, il y a le deuxième chapitre, celui du raisonnement en lui-même. Et là, alors, on a essayé d'être le plus fourni possible, même si c'est très dur d'être fourni dans le raisonnement clinique en un chapitre, parce que ça pourrait même faire l'objet d'un livre. Mais on a essayé effectivement d'apporter des outils, que ce soit la CIF, que ce soit script, que ce soit OAC, enfin des éléments, des outils qui nous permettent justement de naviguer avec les différents raisonnements, ceux qu'on retrouve en clinique, parce que ça c'est des raisonnements qu'on retrouve en clinique, pour pouvoir justement apporter les éléments de soins à nos patients. Cette partie, la partie D, en fait, c'est l'EBP au quotidien, c'est-à-dire intégration et mise en place de l'EBP. Ce qu'on a voulu faire très directement dans cette partie, c'est de mettre des cas cliniques. Parce qu'en fait, on pense que souvent, ce qui manque dans l'EBP, c'est le pratico-pratique, l'illustration de comment ça se passe en fait. Alors bien évidemment, c'est un livre, donc c'est pas comme si on était en pratique collègues et puis qu'on pouvait démontrer les choses in situ. Mais on a essayé avec 4 cas cliniques un peu différents dans leur champ de rééducation, montrer comment on résolvait en fait les cas. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a toujours découpé les cas avec d'abord les éléments subjectifs, puis des éléments objectifs du cas clinique en lui-même, dans un bilan, dans les évaluations, l'anamnèse, etc. Et après, la résolution se faisait toujours sur un plan qui devait rapporter le triptyque en lui-même de l'EBP qu'on a vu tout à l'heure, qui est d'un côté les expériences et les compétences du thérapeute, c'est-à-dire d'avoir une métacognition là-dessus, de rapporter un phrasé, une narration dessus, puis après d'avoir toute la partie de données de recherche. Alors en fonction des cas cliniques, c'est on va se poser une question diagnostique, et dans le livre, on va mettre comment on pose la question diagnostique, comment on utilise des outils, quelle équation de recherche j'ai pris pour aller sur les bases de données, quel article j'en ai ressorti, quels sont ceux que je vais garder, etc. Et on a fait pareil pour des questions thérapeutiques, pronostiques, etc. Toutes les questions qui sont liées aux grandes étapes d'une prise en charge. On a fait aussi une partie sur l'état biopsychosocial et les préférences du patient, c'est-à-dire comment il naviguait là-dessus lui aussi, avec ses valeurs, ses envies, ses souhaits, ses besoins. Et enfin, on a fait une synthèse pour chaque cas clinique avec l'évolution du patient à l'intérieur pour savoir comment on a après, a posteriori du cas, réfléchi par métacognition sur ce cas-là. Et ça fait des cas très riches qui permettent vraiment d'illustrer tout ce qui est appris dans la partie B avec la partie C sur le raisonnement clinique. C'est vrai qu'on a mis un chapitre limite et critique, parce que pour nous, c'était naturel. C'est un concept. Donc, comme tout concept, il n'est pas non plus avantageux sur plein de points. Et donc, en fait, on a pris ces trois termes-là. Ces trois termes-là, en fait, viennent d'une publication de Michel Géda, qui a justement proposé trois grandes, on va dire, dérives pathologiques de profils qui pensent faire de l'EBP alors que c'est pas tout à fait de l'EBP, ou à la rigueur qui rejettent complètement l'EBP. C'est donc la populite, où c'est un profil qui favorise trop en fait la dimension patient en termes de raisonnement clinique. La dogmatite, qui est un profil donc qui privilégie trop la dimension de l'expérience clinique. Par exemple, ça pourrait être parce que ça fait 20 ans que je fais ça, donc j'ai une main qui arrive à sentir les choses correctement. Et ce genre de phrase-là est une phrase qui peut être biaisée. Ça n'aurait pas être vrai, mais elle peut être aussi biaisée. Et donc, en fait, il va falloir déceler si on est aussi pas trop là-dedans. Et la scientite, c'est la dernière dérive, la grande dérive pathologique, qui est de favoriser trop le côté preuve scientifique. Donc là, on tombe avec des profils qui pourraient trop mettre en exergue ou mettre trop d'importance sur, comme une méta-analyse a dit ça, il faut faire ça, point. Et alors, je caricature un peu, mais ça, c'est une des dérives aussi sur laquelle il faut faire attention parce que ça ne répond pas, les trois ne répondent pas à l'EBP. Parce que l'EBP, c'est le mélange des trois dans quelque chose de très modéré et pondéré. On a mis le B à bas parce que on aurait bien voulu mettre plus, mais après il y a le nombre de caractères qui est là et c'est important. Mais là, clairement, on a fait un tableau où, alors il y a plusieurs tableaux. Il y a aussi comment je me débrouille quand je n'y arrive pas, etc. Mais ce tableau-là qui est en face de nous, c'est vraiment un tableau où par étape, donc formuler une bonne question, recherche biblio, lecture critique,
application d'épreuves, etc. Par étapes, on a mis des espèces de trucs et astuces d'apprentissage, donc comme des sessions pédagogiques aussi, à la fois pour l'étudiant lui-même, mais à la fois pour le professionnel, qu'il soit le professionnel, le tuteur qui reçoit en stage quelqu'un, ou qu'il soit le professionnel aussi enseignant, parce qu'il fait un cours magistral, parce qu'il fait des travaux pratiques dans une école de kiné, pour justement apporter des idées et des façons de faire. Et ça, il y en a beaucoup qui sont liés à ce qu'on fait, nous, dans les écoles, parce que tous les profils qu'on a présentés au départ, c'est des gens qui sont aussi parfois enseignants, voire aussi responsables pédagogiques, et aussi des choses qu'on a travaillées comme étant tuteur de stage, de terrain de stage. Et il y a des idées que quand on était tuteur de stage, tous les jours, on faisait ça avec les étudiants, en fait. Et les étudiants étaient friands de venir, justement, parce qu'ils savaient que c'était des stages où ils allaient apprendre, avec la densité de travail, mais ils allaient apprendre. Oui, effectivement, le bouquin là, de l'EDP en tout cas, est très favorable pour les lecteurs apparemment, puisqu'il est très apprécié pour le coup. Et donc, ça a amené d'autres idées. Et certaines idées, c'est d'appliquer directement les conseils qu'on donne dans le livre de BP, qui est quand même sur le raisonnement clinique en lui-même finalement, dans chaque champ, qu'est-ce que ça fait, où est-ce qu'on en est dans ce qu'il faut faire en diagnostic, etc., en thérapeutique, en neurologie, en musculo-squelettique, etc. Et donc voilà, l'idée d'une collection est arrivée. Et c'est vrai que maintenant, les gens pensent que l'EDP est dans la collection, alors qu'il ne l'est pas. Effectivement, pour l'instant, il n'y a qu'un seul livre de la collection qui est publié, c'est celui de santé publique, sciences humaines et sociales, et puis formation et professionnalisation, donc par Guillaume Rall, Yann Lefaou et Aurélie Morichon. Le premier livre de la collection. Alors souvent, maintenant, ils disent que c'est le deuxième livre. Non, c'est pas le deuxième, c'est le premier. Et on essaye de pouvoir, en fait, mettre en place les idées qui sont développées dans le bouquin de l'EBP de manière transversale en termes de raisonnement et les mettre en place de manière illustrée dans chaque champ pour chaque livre qui sera donc publié. Néanmoins, c'est vrai que le premier, qui est sciences sociales, santé publique et formation professionnalisation, est un peu plus, on va dire, des choses de contexte autour du cœur de métier de kiné. Vous voyez, c'est important à le voir, mais on avait vraiment l'importance de se dire que il faut qu'on le sorte en premier aussi, parce que c'est important que le kinésithérapeute se rende compte qu'il est dans un contexte santé publique, il est avec des interactions sociales, que ce soit thérapeute soigné, thérapeute soigné, etc. Enfin, plein de choses comme ça pour qu'ils comprennent bien, voilà, dans quoi ils baignent. Et c'est important pour nous qu'on commence là-dessus plutôt que de commencer avec la neurologie. Ah oui, clairement. Les yeux du programme, alors au-delà de la France, je pense que c'est de manière francophone, ça va suivre des UE, enfin, en tout cas les thématiques développées dans les cursus de formation initiale et continue parfois aussi, qui répondent à la kinésithérapie absolument. Ça, c'est vraiment très important d'avoir mis au minimum ces éléments-là.